Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un format particulier car, comme vous le savez, la Fédération nationale des associations familiales protestantes porte une mission de représentation, de soutien et de défense des familles. Présente au cœur de nombreuses réalités éducatives, sociales, associatives et ecclésiales, les AFP souhaitent contribuer activement à une culture de vigilance, de prévention et de protection des personnes les plus vulnérables. Parce que les abus, qu'ils soient sexuels, spirituels, psychologiques, d'autorité ou de faiblesse, provoquent des blessures profondes et des conséquences durables pour les victimes, leurs proches et parfois même des communautés tout entières. Il nous paraît donc essentiel d'être engagé dans des dispositifs de sensibilisation, de formation, d'écoute et de prévention. C'est dans cet état d'esprit que la Fédération nationale des AFP participe à la commission de conseil et de suivi de Stop Abus, mise en place par le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, aux côtés d'autres partenaires engagés. Nous avons donc invité Myriam Letzel, coordinatrice de Stop Abus, afin d'échanger avec nous pour mieux faire connaître cette démarche, encourager les responsables, soutenir les familles, rappeler l'importance de la prévention et contribuer à faire grandir des espaces sûrs, protecteurs et respectueux de la dignité de chacun. Notre conviction est simple. L'Évangile nous appelle à prendre soin des plus vulnérables, à refuser toute forme de domination ou de silence destructeur et à marcher ensemble dans la vérité, la justice et l'espérance. Alors, merci pour votre attention et nous vous souhaitons un bon visionnage à tous. Alors bonjour Myriam. Bonjour Nathanaël. Alors merci Myriam, c'est un honneur pour nous de vous recevoir en tout cas aujourd'hui. Alors la première question qu'on aimerait vous poser c'est pouvez-vous nous présenter justement Stop Abus et nous expliquer pourquoi ce service a vu le jour? Alors, le service Stop Abus a été mis en place, créé par le Conseil national des évangéliques de France pour accueillir les personnes qui ont été victimes ou qui sont témoins de violences sexuelles dans l'Église commises par une personne en situation d'autorité. Le service Stop Abus a vu le jour suite à l'émergence du mouvement MeToo et puis aux révélations qui sont arrivées de l'Église catholique qui ont donné lieu au rapport de la SIAZ. On s'est aperçu qu'il y avait aussi des violences sexuelles dans le cadre de l'Église, des unions ou des œuvres protestantes évangéliques, membres du CNEF, et qu'il fallait pouvoir avoir un lieu auquel les personnes victimes pourraient s'adresser pour être accueillies et pouvoir révéler les choses de manière sûre, d'être en sécurité. Et aujourd'hui, avec le recul, quels besoins, quelles souffrances avez-vous vu émerger le plus fortement? Ce qui caractérise la manière dont on a traité ces questions-là jusqu'à présent, c'est l'omerta autour du sujet, l'idée qu'il faudrait les cacher, les taire, que si elles viennent à être dénoncées, révélées, ça risquerait de nuire à la communauté ou à l'œuvre. Et donc, c'est surtout cette question du silence autour des souffrances qui émerge le plus. Et puis, il y a toutes les peurs pour la personne qui s'exprime, déjà de n'être pas crue ou pas soutenue, voire mise, elle, en cause comme étant celle qui sème la pagaille, de qui vient quelque part le problème, et donc ce qu'on appelle un renversement de culpabilité. Ce qui m'amène à poser la question, bien évidemment, qui peut contacter aujourd'hui Stop Abus? Alors, premièrement, des personnes qui sont soit victimes, soit témoins de violences sexuelles commises par une personne en situation d'autorité dans une église ou une œuvre protestante évangélique. Les personnes qu'on appelle témoins, qui ne sont pas en général témoins visuels, mais à qui la victime s'est confiée, par exemple. Ce sont aussi les responsables d'œuvres et d'églises qui sont, eux, confrontés à des situations
de violence dans leur communauté. Ils peuvent aussi nous contacter, par exemple, pour mettre en place de la prévention ou des modules de formation. Très bien. Et aujourd'hui, que se passe-t-il concrètement après, alors on ne dit pas un signalement dans votre cas, mais on parle de révélation. Que se passe-t-il concrètement après une révélation? Ces révélations arrivent par l'écrit, puisque le portail d'entrée du service Stop Abus, c'est le site internet sur lequel on trouve une adresse mail de contact ou alors un formulaire à remplir en ligne. Toutes ces révélations arrivent chez moi en tant que coordinatrice du service. Je vais donc premièrement accuser réception de cette révélation et en parallèle commencer d'organiser l'accueil, un accueil qui se veut en présentiel par un binôme d'écoutants. Le service est composé d'une quarantaine d'écoutants qui sont répartis sur tout le territoire national. Oui, il y a donc cette notion d'indépendance de l'écoute. Et ça m'amène à poser cette question, pourquoi justement l'indépendance de l'écoute, elle est essentielle? Il faut savoir que la démarche d'oser parler, c'est une démarche qui est extrêmement coûteuse parce que, comme j'ai pu déjà le dire, il y a un tabou autour du fait d'avoir vécu, subi des violences, quelles qu'elles soient. Parce que bien souvent, et encore plus par le passé, on a pu l'observer, l'environnement se retourne contre elle pour mettre en doute sa parole, ou pour l'accuser de semer la discorde. Donc, quand une personne fait cette démarche de parler, il faut pouvoir garantir sa sécurité. La personne qui fait cette démarche doit savoir qu'elle sera accueillie, qu'on va la croire et que selon les besoins qu'elle va énoncer, on va mettre en place des choses pour lui porter secours ou pour l'aider dans ses démarches, qu'elles soient juridiques, psychologiques, spirituelles aussi. Et c'est ce à quoi le service s'emploie, on va dire, une fois qu'il reçoit le témoignage d'une personne. Tout à fait. Merci Myriam. Sans forcément rentrer dans des situations confidentielles, y a-t-il un témoignage ou une rencontre qui a particulièrement marqué votre engagement? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais saisir l'opportunité de cet échange pour me rappeler d'une situation en particulier, d'une personne qui a subi un viol dans sa toute tendre enfance, disons-le comme ça. Elle l'avait révélé à ses parents qui ont fait tout ce qu'il fallait pour porter ça à la connaissance de responsables d'une union d'églises et d'œuvres, car la personne mise en cause était un peu un homme à tout faire qui gravitait dans ce milieu et notamment dans des centres d'accueil d'enfants pour des séjours de vacances. Lorsque les parents ont su, et ils l'ont su rapidement, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour dénoncer les choses et porter ça à la connaissance des œuvres chrétiennes qui connaissaient, qui avaient recours au service de ce monsieur. Et tout s'est mis en place pour que les parents se taisent. Donc on a des témoignages décrits, de nombreux témoignages décrits, pour que les parents pardonnent, ne s'aiment pas justement le trouble au sein des œuvres chrétiennes, et donc se taisent. Et on comprend que ce cheminement a été très douloureux. Et quand cette personne s'adresse à nous, ça fait 40 ans. C'est 40 ans après. Et notre service, en faisant des recherches, s'aperçoit que cet homme gravite encore et toujours
autour de centres qui accueillent des mineurs. Aujourd'hui, c'est la justice qui s'est emparée du dossier, mais nous osons espérer que ce ne sont pas 40 ans de violence contre les enfants qui se sont produites. Merci Myriam. Et par rapport aux AFP, pourquoi les AFP ont-elles toute leur place aujourd'hui dans la commission de conseil et de suivi de Stop Abus? Alors il faut savoir que, historiquement, même si le service Stop Abus a une durée de vie encore très restreinte, puisque le démarrage est en 2022, historiquement, Françoise Caron, présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, a contribué dès le départ à la mise en place de ce service. Et la Fédération nationale des AFP soutient le service Stop Abus. C'est une contribution essentielle pour nous et notamment nous soutient dans le développement d'outils et aussi des formations, de la sensibilisation. Donc c'est avec une grande reconnaissance que nous collaborons et que nous avons un partenariat avec la FNAFP. Très bien. Et selon vous, comment les abus fragilisent-ils aussi les familles, les proches et même parfois toute une communauté, hein? Lorsqu'une personne est victime de violence, cela a une répercussion majeure sur sa propre vie et sur sa manière aussi de vivre ensuite les relations aux autres. C'est comme une cassure et on pourrait comparer ça à un membre du corps. Lorsqu'on se fait une fracture, eh bien en effet on a mal à la fracture, mais c'est tout le corps qui est empêché, c'est tout le corps qui souffre. De la même manière, dans une famille, cela a des répercussions, soit parce que ça mobilise la famille pour venir en aide et secourir la personne blessée, violentée, soit aussi parce qu'au sein de cette famille, on a du mal du coup à se comprendre. On ne sait plus très bien comment faire pour aider cette personne, voire on peut devenir maltraitant à son insu en ne comprenant pas ce qui s'est passé, en le minimisant, en le mettant en doute, mais peut-être aussi en renversant la culpabilité, soit en mettant en cause une manière d'être, un habillement, les conséquences aussi, comme j'ai pu le dire. Mais pourquoi maintenant tu passes pas à autre chose? Pourquoi tu étais habillé comme ça? Vous voyez, un tas d'éléments qui peuvent faire ressentir aux membres de cette famille qu'il n'y a pas d'aide à attendre. Au contraire, peut-être lui faire ressentir beaucoup de solitude. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a parfois des familles qui sont elles-mêmes maltraitantes. Je pense aux violences conjugales, je pense aux violences intrafamiliales, les violences éducatives ordinaires également, et puis, bien sûr, aussi à l'inceste. Très bien. Et par rapport aux conséquences, que comprenons-nous mieux aujourd'hui des conséquences psychologiques, relationnelles, spirituelles ou même éducatives des abus? Alors, lorsqu'un enfant est victime de violence, qu'il soit victime lui-même ou qu'il grandisse dans un foyer où il y a de la violence. Je pense notamment aux violences conjugales. Aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui grandit dans un climat de violence conjugale, alors même qu'il lui-même ne recevrait pas de coups, ne subirait pas de violence directe, développe à minima des symptômes anxieux et bien souvent ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Ensuite, une étude nous dit qu'un enfant qui a subi
des violences dans l'enfance, pour une fille, elle a 16 fois plus de risques ensuite de revivre des violences dans le cadre de violences conjugales, et pour un garçon, 14 fois plus de risques de devenir lui-même auteur de violences. Et enfin, les psychiatres disent que quand les enfants subissent des violences, ils ont une espérance de vie qui serait de 20 ans moindre que la population générale. Tout à fait. Et pourquoi la prévention doit-elle mobiliser autant les responsables que les bénévoles et les familles elles-mêmes? La prévention doit mobiliser tout un chacun, c'est sûr, mais encore plus particulièrement les personnes en situation de responsabilité, que ce soit dans les associations, les familles ou les œuvres chrétiennes d'ailleurs. Plus on a un champ d'action large, plus aussi on a des obligations, premièrement, mais plus aussi on est en risque de devenir soi-même maltraitant. Il faut prendre conscience de ses responsabilités, mais aussi de sa propre propension à pouvoir devenir potentiel auteur. Effectivement. Et quel réflexe ou quelle pratique devrait devenir incontournable dans toutes les structures accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables? Ce qui serait déjà bien, c'est d'avoir de la sensibilisation, que régulièrement, on puisse avoir des petits modules de sensibilisation, parce que parfois, on voit des choses et on se dit mais personne n'en parle, donc c'est moi qui ai peut-être mal vu. Alors que si quelqu'un parlait, on s'apercevrait que d'autres l'ont vu. Mais si tout le monde se tait dans son petit coin, on va dire, eh bien, il ne se passe rien. La protection n'est pas mise en place. Donc si on était sensibilisé, on sortirait du tabou. Et donc on saurait que si on est témoin de quelque chose simplement qui nous frappe, on n'est pas sûr de ce qu'on a entendu, on n'est pas sûr de ce qu'on a vu. Néanmoins, on peut en parler avec, par exemple, d'autres animateurs, d'autres responsables, et qui vont dire « Ah oui, mais maintenant que tu le dis, etc. » Ou dire « Pour l'instant, j'ai rien remarqué. » Et donc, on pourra être simplement attentif. Voilà. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, ce serait de veiller à ce que les locaux soient construits, faits de telle manière à ce qu'on ait un œil sur ce qui se passe dans les salles. Par exemple, avoir des hublots aux portes, ou alors avoir carrément, on voit maintenant régulièrement la garderie, par exemple, qui est derrière une baie vitrée. Des bonnes pratiques aussi, un adulte ne reste jamais seul avec un enfant. Demander à vérifier simplement le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Il y a un tas de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place pour faire de la prévention, pour sécuriser les lieux. Et puis apprendre à écouter. Si un enfant s'exprime, eh bien, c'est là tout de suite. Il faut être disponible et pouvoir entendre ce qu'il nous dit, sans remettre sa parole en question. Et ça demande aussi, quelque part, à être sensibilisé et apprendre un peu à savoir comment réagir. Merci beaucoup, on prend note pour ces bonnes pratiques en tout cas. Quels tabous ou quelles erreurs observez-vous encore dans certains contextes chrétiens? Alors l'idée qu'il n'y aurait pas de violence parmi les chrétiens. L'idée aussi que quand une personne a un ministère, on va dire, fructueux, qui porte du fruit, eh bien c'est plus important que de mettre en place la protection ou la prévention. C'est-à-dire que si cette personne est mise en cause, eh bien parfois, on va rien faire simplement parce qu'on se dit « Ah ben ce ministère, on en a besoin ».
Alors que vaut un ministère chrétien, que vaut un ministère dans le sens de la Bible, si la personne en elle-même commet des violences, et notamment pour ce qui concerne les situations que nous suivons dans le cadre du service, les violences sexuelles. Il y a aussi la mécompréhension autour du pardon. J'ai envie de dire le pardon à bon marché, qui ne serait pas une œuvre de repentance qui porte des fruits et qui, dans tous les cas, n'empêche pas de prendre des mesures de protection envers les personnes victimes. Alors on sait que les églises ne sont pas parfaites, mais selon vous, à quoi ressemble concrètement une église ou une œuvre, entre guillemets, sûre, assez vigilante et protectrice? Ce sont des œuvres ou des églises où les personnes sont sensibilisées. Elles ont compris les enjeux, où tout un chacun peut s'exprimer et où sa parole est entendue et produit un effet. Très bien. Et quels outils ou ressources Stop Abus peut-il proposer aujourd'hui aux responsables et aux équipes? Des affiches, des chartes, des livrets, guides, des articles sur différents sujets et le replay de plusieurs webinaires. Alors ma prochaine question, elle est la suivante. En quoi l'Évangile nous appelle-t-il à prendre soin des plus vulnérables et à refuser toute forme de domination ou d'emprise? Le meilleur exemple que nous voyons dans l'Évangile, eh bien, c'est Jésus lui-même qui, tout au long de sa vie, a pris soin des plus petits et des plus démunis. Alors, différents textes de l'Évangile, et ils sont nombreux, nous invitent à prendre soin des plus vulnérables. La vie de Jésus en est elle-même l'exemple. On voit dans Philippiens 2 ce texte qui nous dit que Jésus, qui est Dieu lui-même, n'a pas vu ça comme un avantage à mettre en avant, mais qu'il s'est plutôt lui rendu serviteur de tous. Et il nous invite à faire pareil. Un autre texte dans Matthieu nous invite ou nous dit que lorsque nous faisons quelque chose à l'un des plus petits, eh bien c'est comme si on le faisait à Jésus lui-même. Et donc nous devons prendre conscience que tout ce que nous faisons, et moi j'ai envie de dire de bien, pour venir en aide à une personne, eh bien nous le faisons en même temps pour la gloire de Dieu et pour le servir. Du coup, pour les victimes, comment arrivez-vous à annoncer l'espérance chrétienne sans forcément minimiser la gravité des blessures qu'elles ont vécues? L'espérance chrétienne ne minimise pas les violences vécues. Et j'ai envie de vous dire que dans le cadre du service Stop Abus, nous avons reçu déjà plus de 120 révélations de personnes qui ont du coup été victimes de violences et où des responsables d'œuvres ou d'églises sont mis en cause, soit en tant qu'auteurs ou en tant que personnes qui ont, par leur action, aggravé la situation. Eh bien, aucune de ces personnes victimes ne met en cause l'Évangile ni Dieu. Certaines ont fait le choix de ne plus fréquenter d'église. Mais elles ne mettent pas Dieu, ni Jésus, ni l'Évangile en cause. Elles mettent toutes en cause des hommes en particulier. Et ce qu'elles ont perdu, c'est peut-être pour certaines la foi en l'Église. Heureusement, pas toutes non plus.
Et vous, Myriam, qu'est-ce qui personnellement vous donne la force de pouvoir poursuivre votre mission? C'est de voir des pratiques qui s'améliorent, c'est de voir des personnes qui réussissent à parler et qui sont prises en compte. C'est de voir aussi des églises ou des œuvres qui prennent conscience et qui cheminent vers un accompagnement, vers une prise de responsabilité, vers ce qu'on appellerait des bonnes pratiques. Bon, on vous encourage en tout cas dans cette mission. Est-ce que vous auriez un dernier message que vous souhaiteriez adresser aujourd'hui aux responsables d'églises et d'œuvres, aux familles et même aux victimes elles-mêmes? Aux responsables, continuons à lutter contre les violences au sein de nos institutions. Aux familles, si c'est compliqué, ne restez pas seuls. Et aux personnes victimes, le temps vous appartient. Il est important que le moment pour parler soit le vôtre. Mais sachez que nous sommes là, en tout cas, pour vous accueillir et que nous mettrons tout en œuvre pour le faire dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Myriam en tout cas pour vos réponses, pour ces éléments de réponse et ces outils, ces ressources que vous nous avez donnés. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez les retrouver sur stop-abus.fr qu'on vous mettra en description. Et en tout cas, voilà, vous pourrez aussi retrouver pas mal d'informations sur notre site internet de la Fédération nationale des AFP. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu Myriam et c'était un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci à vous, avec plaisir. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.